tozalaki na Ruchuru. Na Ruchuru wana ba M23 babimeli biso na 4 biso na 4 tokima sa eloko na nzoto ya moto. Bamama mosusu baopere bango bazeni bazwi ba machete bazwi bambeli baopere bamama bamosusu babaki bango ebele na nzela moya ya koloba ozokende uko naenda uko natambuka mamaiti ya batu maiti iko mingi sana hautaweza hesabia bakubwa batoto bazee manake muko natambukana tu mwingine uko nakufa uko naona utamubeba wapi hakuna nafasi ya kumubeba banakamata mwili ya mwanaume banaikata bakesha ikata banapasula hayo mara pili sasa banapasula hayo mara pili banakamata sasa mwana kamata hii mugulu mwingine anakamata mugulu banakata machete bapapio bapapio babwaki bazwi motema ya mutu mobeso kaka bongo babandi kolia yango bazoli ya motema ya mutu soki oza na mwana bazwi yo ava babuma yo bapesi yo liboka oyo totutaka pondu batie mwana na kati ya liboka wana erote mwana na kati ya liboka bapesi yo nzete obanda kotuta mwana na yo moko oboti wana na Ruchuru na province ya Nord Kivu. Oui, na Nord Kivu. Obandi kotuta mwana wana obandi kotuta bamoni mwana motema ekatani balobi mama na yo tozobuma yo tolingaki kaka mwana atikala ye moko te omwe mwana abanda kokufa yo tokobuma yo mama batu basufrir makasi na nzela ya Ruchuru. Siko mama yo okimaki ndenge nini? Comment tu t'es sauvé? Ngai nakimaka na uti na ndako sa eloko ya kolata na bosani mwana na mbete. Des déplacés de guerre interne dans la partie est de la République démocratique du Congo à la suite des 3 décennies de guerre. Vous le savez, cette année, la République démocratique du Congo totalise 30 années de guerre dans le Nord Kivu, dans la partie est plus précisément, qui coïncide malheureusement avec les 30 années des génocides rwandais, le début de toutes les atrocités, de tous les malheurs que connaît la RDC dans la partie Est. 30 années de guerre, ça suffit. Ça n'est trop. Les Congolais sont décidés d'en finir, de conjurer l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo qui est devenue aujourd'hui les ventres mous, toutes les rébellions, commence toujours par là. Nous allons donc en parler dans cette émission avec nos invités à ma droite. J'ai associé à cette réflexion le directeur général du FONAREV. Il s'agit de Lucien Lundula. Bienvenue Lucien. Bonjour M. Mbal, merci pour votre invitation. Juste à sa droite, j'ai invité pour vous Madame Léonie Kandolo. Léonie Kandolo, elle est consultante, experte en genre et ressources naturelles. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbal. Et à ma gauche, j'ai invité, associé à ces panels, une dame à ne plus présentée dans les milieux des femmes pour son combat, son activisme. Il s'agit de Madame Julienne Lusenge,
qui est coordonnatrice adjointe au mécanisme national des suivis et en même temps présidente d'une association. J'aurais souhaité d'ailleurs qu'elle-même puisse la présenter parce qu'elle dirige un fonds pour l'encadrement des femmes, c'est ça? Oui, en fait, je suis la présidente de l'organisation Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, qui a 24 ans aujourd'hui, qui travaille effectivement pour soutenir les victimes de guerre. Mais je suis aussi la fondatrice et la directrice du Fonds pour les femmes congolaises qui offre les subventions aux autres organisations. Plusieurs casquettes, d'autres, vous n'avez pas voulu les citer ici, je sais, oui. Vous avez plusieurs casquettes. Et juste à votre gauche, nous avons associé à ces plateaux spéciaux une de victimes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça fait 30 années de guerre. Il y a eu beaucoup de violences sexuelles. Il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, plus de 10 millions de morts ont été recensés et plus de 500 000 femmes violées. Madame Pierrette Bachalet, voilà, c'est comme ça. Voilà, Madame Pierrette, elle est l'une des victimes des violences sexuelles dans la partie Est. Elle va nous donner son témoignage. Caribou Boye Malam. Merci. Voilà, première question, c'est à tous mes invités. Je commence par Madame Lucienne Lusenge. Qu'est-ce que j'ai dit? Je commence par Madame Julienne Lusenge. Excusez-moi d'écorcher votre nom. Le génocide rwandais, c'est 800 000 à 1 million de morts. Mais à RDC, les chiffres sont alarmants, c'est 10 fois plus. On n'en parle pas trop. Les femmes sont violées, les enfants sont tués, des familles qui sont séparées. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette omerta sur les violences que connaissent les femmes? Oui, en fait, nous payons les conséquences du génocide rwandais. Aujourd'hui, le Rwanda commémore le passé. Mais nous, on vit encore, on souffre encore de ces conséquences. Et donc, c'est incompréhensible, c'est inacceptable qu'on donne plus d'importance à ce qui s'est passé qu'à ce qui se déroule maintenant. Maintenant, même quand on est ici, là, il y a des femmes et des filles, des hommes et des garçons qui sont victimes des conséquences de ces génocides. Parce que ça a commencé justement quand la communauté internationale, et principalement la France, qui a aujourd'hui, je me dis, comme le président français a regretté que la France n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. Et pourtant, elle avait tous les moyens de stopper ces génocides, mais il lui a manqué la volonté. Ils ont demandé à ce que le Zaïre ouvre la porte pour que ces gens rentrent avec armes et munitions. Donc la France n'attendra pas de regretter plus tard ce qui se passe au Congo, mais il va plutôt prendre les actions pour que ça s'arrête. Donc, ça a commencé quand les gens sont rentrés chez nous avec les armes. Et on les a laissés s'installer à la frontière avec le Rwanda. Des choses qui ne peuvent pas se faire. La communauté internationale sait très bien que quand il y a des déplacements comme ça, il y a des troupes qui ont fui leur pays, on ne les laisse pas à côté de leur pays. On les désarme et puis on les amène loin de leur pays. Mais chez nous, on les a laissés là-bas. Et puis après, on a laissé Kagame venir, les poursuivre, les chasser de Goma pour qu'ils puissent se disperser dans nos forêts. Quand ils se sont dispersés dans les forêts, et là, ils ont commencé à attaquer les villages. Je vais vous donner un exemple d'une fille que j'ai rencontrée à Panzi. Son grand-père était chef coutumier, qui a reçu ces FDLR fuyants, qui les a nourris. Mais un jour, ces FDLR se sont attaqués au village. Ils ont tué tout le monde. Ils ont déporté les femmes dans la forêt comme esclaves sexuelles. Et la fille était là, esclave sexuelle. On les nourrissait de viande humaine.
Donc on leur demandait, aujourd'hui vous voulez manger les boucanets ou vous voulez manger la viande fraîche. Et s'ils disent viande fraîche, on coupe soit la cuisse de quelqu'un, soit le mollet, et on leur donne pour préparer. Quand ils préparent, ils mangent. Cette fille m'a dit ça, pendant des mois et des mois, ils ont Ça, c'est de la pure anthropophagie. Entre-temps, on les violait, elle n'avait rien à dire. Alors un jour, elle s'est révoltée, tellement qu'elle souffrait, elle avait des plaies partout parce qu'on avait déjà coupé des morceaux de sa chair. Elle a refusé, on lui a donné un vieux papa, un vieillard là, pour la violer. Elle a dit non, elle ne fera pas. On a dit qu'il faut la tuer. Alors, un homme s'est présenté, parmi les FDLR, quelqu'un a dit, moi je vais aller la tuer. Elle la prend, l'amène vers la rivière. Quand ils arrivent vers la rivière, il dit, toi, je connais ton grand-père. Il était un bon type, il nous avait bien reçus. Mais je ne peux pas te tuer, je vais te laisser partir. Tu rentres dans l'eau et tu fais tout pour ressortir dans un autre village. Parce que si on t'attrape, ils vont directement te tuer. Elle puait parce qu'elle avait la pue partout avec les plaies, avec les infections et tout. Elle est allée sortir dans un autre village et il y avait des enfants qui jouaient autour de la rivière là-bas. Tellement qu'elle puait, les enfants ont voulu fuir. Alors elle dit non, ne fouillez pas, elle parlait à langue, ne fouillez pas, ne fouillez pas. C'est les FDLR qui m'ont pris dans la brousse là-bas et j'ai fui. Les enfants l'ont amené, toute nue. On l'a amené au village. Tous les villages puaient. Et les gens du village ont dit, mais c'est quoi que tu nous amènes? Elle a commencé à expliquer sa situation. Elle a cité le grand-père, elle a cité ses parents et tout. Quand elle a cité le nom de tout le monde, on a reconnu. Alors ces gens-là, il y a des femmes qui se sont organisées pour la laver et lui donner des pagnes et l'amener à l'hôpital. Dans un centre médical qui était dans le village. Après, ils l'ont amené à l'hôpital Pandi. Donc, quand nous parlons des conséquences des violences sexuelles, des guerres, des génocides, nous ne racontons pas des histoires. Ce sont des faits qui arrivent. Donc, des faits qui sont documentés. Des faits qui sont arrivés, des gens qui ont souffert, qui continuent à souffrir. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à souffrir. Et quand les gens disent, mais il y a aussi des Maïmaï chez vous. Les Maïmaï se sont créés pourquoi? Tous ces groupes armés se sont créés parce qu'ils se disaient, ils veulent combattre l'ennemi, l'envahisseur. Malheureusement, après, ils sont devenus eux-mêmes aussi des agresseurs. Nous allons en parler, on va y revenir. C'est un témoignage choquant. Nous allons prendre le directeur général du FONAREF. Mais pourquoi aujourd'hui l'arme de l'ennemi se veut aujourd'hui le viol, les violences sexuelles? Parce que chaque fois que l'ennemi prend un territoire, une agglomération, la cible, ce sont les femmes. Il faut violer les femmes. Quel est l'effet recherché dans tout ça? En réalité, si aujourd'hui, dans les conflits communautaires et même armés en République démocratique du Congo, et le viol devient comme arme de guerre, il y a tout simplement une volonté d'abord de terroriser les personnes et par la suite de remplacer ces personnes qui vont fuir littéralement, qui vont vider les villages pour être remplacées par d'autres communautés. Et au fait, nous avons ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est qu'il y a des génocidaires ou un peuple qui a connu un génocide qui est en train de faire exactement la même chose. On a transposé un phénomène qui s'est déroulé dans un pays voisin pour finalement l'emmener au niveau de la République démocratique du Congo. Au fait, c'est une projection qu'ils ont fait par rapport à eux-mêmes pour aujourd'hui faire en sorte de terroriser nos femmes, parce qu'il faut terroriser, il faut traumatiser. Si vous dites qu'il y a le viol est comme arme de guerre, et ça a été fait non seulement sur nos mamans, nos sœurs, mais même des hommes qui ont été humiliés devant leurs familles, leurs épouses. Léonie Kandolo, ce qui est peut-être marrant, c'est la barbarie avec laquelle ces actes répréhensibles sont commis sur nos mamans, sur nos sœurs. Figurez-vous, on viole une femme, on ne la laisse pas comme ça, on peut prendre même un bâton, on introduit dans son appareil génital. L'objectif sur la guerre des conquêtes des terres? Mais je crois que l'objectif est double. D'abord, quand vous désacralisez le corps de la femme, vous tuez une communauté. Vous tuez
une culture. Parce que la femme, c'est la mère. C'est elle qui reproduit, c'est elle qui éduque. À partir du moment où une femme, une jeune fille, même un bébé femme, bébé fille, est violé devant sa communauté, la femme perd sa valeur. Elle perd son respect. Et elle perd la transmission. Parce que c'est la femme qui transmet la culture. Quand un pays n'est plus capable, une communauté n'est plus capable de transmettre ses valeurs, cette communauté se meurt. Et l'objectif est bien sûr de dépeupler ces régions pour faire ce qu'on appelle un remplacement. Remplacement avec des communautés venues d'ailleurs. Et ce remplacement est très dangereux parce que ce sont des communautés qui vont s'installer. Là, vous rejoignez complètement Lucien Lundula. Qui vont avoir des chefs coutumiers, qui auront plus tard des députés, il ne faut pas l'oublier, parce que ce sont des territoires congolais. Donc, quelque part, c'est une colonisation, une appropriation de notre pays qui ne dit pas son nom. En plus de ça, vous devez bien comprendre que quand on fait de tels actes, il y a toujours un objectif qui est plus lointain, parce que c'est une stratégie. C'est une stratégie où, aujourd'hui, on dit 30 ans, ça suffit, mais 30 ans, c'est plusieurs générations. C'est-à-dire que vous avez désacralisé la femme, mais vous avez condamné tous les enfants qui ont à partir de 30 ans. Ces enfants sont déscolarisés, ces enfants sont dans les groupes armés, ces enfants-là n'ont pas un avenir, ils ne seront pas productifs pour notre pays. Alors, vous voyez bien que ce sont des plans, je pourrais dire machiavéliques, qui sont construits contre nous. Nous avons plus de 10 fois le nombre de morts qu'il y a eu au Rwanda. Mais qui en parle? C'est aujourd'hui, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on commence à reconnaître notre douleur. Et comme a dit maman Julienne, eux commémorent, nous on le vit. Ce sont deux choses différentes. Vivre un drame... Vous le vivez mais sans en parler. On le vit sans en parler au niveau international. On doit créer des tribunes internationales. On doit être sur France 24, on doit être sur RTBF, on doit être sur TV5. Parler. Mais Léonie Kandolo, excusez-moi de vous interrompre, vous êtes à plaindre parce que je vous vois souvent à la télé, dans des grands salons, Julienne Lusenge ne va pas me dire le contraire, tout le temps je la vois aux États-Unis, en Europe, dans les grands salons internationaux. Vous en parlez, mais il n'y a pas d'effet, l'effet escompté, l'effet recherché n'est pas ressenti. Moi, j'en parle comme société civile. J'en parle comme société civile. Et on en parlait suffisamment. Au Conseil de sécurité, je suis allé 5 fois. Pour parler de ces conséquences du génocide du Rwanda, la situation de la RDC. Mais l'impression que nous avons, c'est comme si votre voix n'est pas écoutée, entendue. On nous dit, oui, mais le Rwanda s'est plaint aussi parce qu'il y a les FDLR qui sont en train de travailler avec votre armée. Oui, parce qu'il y a l'armée qui a été sanctionnée par les Nations Unies et par l'Union Européenne. C'est comme ça qu'on ne peut rien faire. Il faut d'abord les enlever de votre armée pour que nous puissions venir vous aider. Et puis ils disent, mais vous aussi, mais vous ne donnez pas les signes de développement chez vous. Hein? Et on nous dit, voilà, les armes que ces milices et tous ces gens ces groupes armés, ça vient de chez vous, ça ne vient pas de l'extérieur. Ce sont vos officiers qui les vendent aux groupes armés. Donc, on nous renvoie les questions. Doit-on comprendre qu'il y a une sorte de complicité, une duplicité au niveau international? Je pense, nous aussi, nous devons nous organiser. Nous n'allons pas continuer à nous plaindre tout le temps. Nous devons nous organiser. Parce que tu ne peux pas, un homme qui vient chez toi, il frappe ta femme, il frappe tes enfants. Toi, tu dois rester en train de pleurnicher, ou toi aussi tu dois te lever, attaquer homme pour le combattre. Je voudrais ajouter à ce que Mme Léonie a dit. Quand on viole une femme devant son mari, devant sa communauté, même ses enfants, on humilie la communauté. Absolument. Et on dépossède l'homme avec son pouvoir. Il n'arrive plus à être
à se reconnaître homme devant sa femme et devant les gens qui sont là. Et ça les démobilise, si je peux dire comme ça. Et tous les hommes de ce village sont démobilisés. Ils sont détruits moralement. Ils sont détruits moralement. Donc, l'envahisseur vient, il s'impose. Ils n'ont plus rien à faire, à dire. Donc, c'est ça la situation au niveau. La première fois que les soi-disant génocidaires sont rentrés, ils sont allés tirer dans le vagin d'une fille une balle. Quand vous détruisez... Là c'est à Goma ou au Sud Kivu? Ça, de Sud Kivu. J'ai vu aussi cette fille à Bukavu. On a tiré dans son corps. Après avoir abusé d'elle? Après avoir abusé d'elle, on a tiré d'elle. Et dernièrement encore, les M23, ils ont fait la même chose. On tire dans le corps et puis on te laisse là. Pour que personne d'autre ne puisse arriver à avoir des rapports sexuels avec cette femme. Hein? Cette fille, jeune fille, c'était une très jeune fille. Elle a été guérie parce qu'elle avait été amenée en Éthiopie, à Addis Abeba. C'est là qu'on a fait sa réparation. Hein? Il y a beaucoup de cas de petites filles à qui on a arraché la matrice, l'utérus. Hein? Des gens qui... Les conséquences des violences sexuelles, des génocides rwandais sur notre pays. Si un jour, on se mettait à documenter correctement ce qui se passe, je pense qu'on aura des livres et des livres et des livres pour raconter ce qui se passe. Qu'est-ce que nous attendons pour construire cette mémoire collective? Je pense qu'on en parlera dans cette émission. Nous allons, mesdames, messieurs, suivre ensemble un témoignage d'une victime de violences sexuelles à la suite de ces conflits. Nous avons dit que 30 ans de guerre dans l'Est de la RDC, ça suffit, ça n'est trop. Le Congolais est déterminé à en finir avec cette guerre qui n'a que trop duré. Beaucoup de morts, plus de 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, et des femmes continuent à être violées maintenant que... C'est plus que ça. Voilà, c'est plus que ça. Personne ne connaît les statistiques des morts au Congo. Rien qu'au mois de janvier, en fin mars, selon la présentation de Mme Bitou Keïta, la patronne de la MONUSCO, oui. Plus de 10 300 quelque chose de femmes victimes de violences sexuelles. En cette période de conflit. À cette période ici, 2024. Hein? Donc la chiffres situation sont est trop alarmants. grave. C'est trop grave. Il faut que nous prenions conscience. Parce Merci. que le monde ne va pas nous aider si nous n'arrivons pas à nous aider nous-mêmes. Et prendre conscience, ça veut dire? Ça signifie que nous nous organisons pour avoir une vraie armée. Que tous ces bandits qui sont en train de troubler l'armée, les militaires sur le terrain, parce qu'il faut qu'on leur donne leur salaire, il faut qu'on leur nourrisse sur le front pour qu'ils combattent correctement. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance au pays. Que la répartition des PIB soit équitable. On va en arriver dans les perspectives, tout ça. Nous allons pour que nous donc... puissions donner les résultats. Sinon, on ne va pas donner les résultats et on va chaque fois nous dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Merci Julien Lusengue, nous allons en parler lors des perspectives. Mais nous allons prendre d'abord ces témoignages de Pierrette Bassale Lukambo. Elle vient du Nord Kivu. Elle parle lingala et beaucoup plus swahili. Vous allez essayer de nous parler en lingala sur ce que vous avez vécu comme drame à la suite du conflit, de l'insécurité dans la partie Est. Tozalaki na Ruchuru. Na Ruchuru wana va M23 babimeli biso na 4 heures. Biso na 4 heures tokima sa eloko na nzoto ya mutu. Ba mama mususu ba opere bango bazemi, bazwi ba machete, bazwi ba mbeli, ba opere ba mama. Ba mususu babaki bango ebele na nzela moya ya koloba ozokende uko naenda uko natambuka maiti ya batu. Maiti iko mingi sana, hautaweza hesabia. Bakubwa, batoto, bazee, manake muko natambukana tu. Mwingine ko nakufa uko naona, utamubeba wapi? Hakuna nafasi ya kumubeba.
banakamata mwili ya mwanaume banaikata, bakesha ikata banapasula hayo mara pili. Sasa banapasula hayo mara pili, banakamata sasa, mwana kamata hii mugulu, mwingine anakamata mugulu, banakata mashete bapapio, bapapio babwaki, bazwi motema ya mutu mobeso kaka bongo, babandi kolia yango, bazoli ya motema ya mutu. Soki oza na mwana bazwi yo ava babuma yo, bapesi yo liboka oyo totutaka pondu, batie mwana na kati ya liboka wana. Erote mwana na kati ya liboka, bapesi yo nzete obanda kotuta mwana na yo moko oboti. Wana na Ruchuru. Na Ruchuru. Na province ya Nord Kivu. Oui, na Nord Kivu. Obandi kotuta mwana wana. Obandi kotuta. Bamoni mwana motema ekatan, balobi mama na yo tozobuma yo. Tolingaki kaka mwana atikala ye moko te. Omwe mwana abanda kokufa yo tokobuma yo mama. Batu basouffrir makasi na nzela Ruchuru. Siko mama yo kimaki ndenge nini? Comment tu t'es sauvé? Ngai na kimaka na uti na ndako sa eloko kolata, na bosa ni mwana na mbeto, na lobi te soki bakobuma ngai babuma ngai kaka. Na zongi lisusu, nazwi mwana, nazwi dra, na kanisi eza liputa kokoma libanda, namoni eza dra, nalobi nakozonga su sima te nakende kokufa pona elamba. Soki nakozwa saki kuna liboso, nakolata yango kaka bongo pona nabima nakende na ville ya Goma. Yango wana nazwi libanga mibale, na tuti dra wana na panzi yango 2 fois. Nazwi kiteni moko na lati yango, nazwi kiteni mususu na memeli yango mwana. Chance mutuka ebanda kobima kote ya Butembo, bakuti ngai na nzela, na telemisi mutuka, nalobi mama nini? Bomona kaka makambo eleki na Ruchuru, na bandako ezikaki kuna, eza bandako na biso awa, naza na mwaye lisusu te, bosunga ngai kaka nakoma na ville ya Goma. Papa nalobi mama mata, na mati likolo ya mutuka, na komi na ville ya Goma, na lobaka nzambe merci, awa na moni lokola na kokufaka lisusu te. Bona oba kufi. Siko na suka mobile na zaki wapi? Parce que yozo eka mwana papa zaki wapi? Papa babimaki déjà. Babimaki déjà. Babimaki déjà. Voilà, merci beaucoup. Le témoignage est très long et c'est un témoignage, c'est touchant, c'est pathétique en même temps. Vous avez suivi ce qu'elle a raconté en lingala, tout le monde parle lingala. Peut-être que je vous dis en swahili. Un résumé en swahili, oui. C'est ce qu'elle a dit en swahili. Elle a dit que pour les hommes, on a pris le sexe des hommes, donc le pénis. Ils ont divisé ça par 2. Ils ont coupé, puis ils ont divisé ça par 2, et puis ils ont jeté. Après, ils ont découpé le corps des hommes et ils jetaient. Ils découpaient des morceaux et puis ils jetaient. Donc c'était vraiment atroce. Donc quand elle courait, elle sautait sur les corps des personnes. C'est pathétique, ces mouvements, ça fait très mal, peut-être parce qu'on est à Kinshasa, à 2000 km de Goma. Monsieur le directeur général du FONAREV, Lucien Lundula, un commentaire. D'abord, ça démontre effectivement que c'est 30 ans que ces genres d'atrocités existent. D'où aujourd'hui, si nous, en tant qu'établissement public FONAREV, nous existons, c'est parce que non seulement, d'abord, il y a eu l'avènement du président de la République et une volonté politique du gouvernement congolais dans le cadre de la justice transitionnelle pour finalement donner une réponse structurée et publique par rapport à ces atrocités.
si aujourd'hui nous avons les FONAREV, ça part tout d'abord de communiqués conjoints entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Puis il y a eu son addendum en 2019, au moment de l'arrivée du chef de l'État à la magistrature suprême. Et c'est par la volonté et une plaidoirie sans nom de la distinguée première dame que finalement il y a eu une commission, en disant qu'il y a eu une table ronde inclusive. Dans les recommandations de cette table inclusive, on a recommandé à ce qu'il y ait un établissement public en République démocratique du Congo qui doit prendre en charge toutes ces atrocités, toutes ces difficultés. Et c'est le FONAREV qui est le Fonds national des réparations de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix, des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Voilà. Voilà, nous allons revenir sur votre structure. Léonie Kandolo, c'est émouvant, de femmes qui sont violées. En off, quand on a échangé, vous m'avez confié qu'il y a même une femme de 80 ans qui a été victime de ces barbares. Oui, parce qu'on a toujours l'impression que quand on parle, ce sont des actes isolés. Moi, personnellement, j'ai été dans les camps de réfugiés et la douleur est terrible. Mais à Panzi, moi, j'ai rencontré une femme de 80 ans qui m'a dit, je n'ai pas été violée par mes enfants, par mes petits-enfants, mais je crois par mes arrière-petits-enfants. Et cette femme était là, impotente, elle ne savait plus marcher. Parce que quand de telles choses vous arrivent comme ça à 80 ans, mais il y a l'autre extrême, une petite fille de 6 ans qui a été tellement violée qu'elle n'a plus d'anus, elle n'a plus de vagin, donc elle se balade avec une petite poche sur le ventre. Elle avait même été amenée aux États-Unis par Madame Hillary Clinton, mais on ne peut pas la réparer. Donc il faut se dire que les atrocités que nous vivons, pas que nous avons vécu, que nous vivons au quotidien, sont des choses innommables, inacceptables. Et nous oublions souvent de parler des hommes qui ont été violés. Ah, il y a aussi des hommes qui ont été victimes de viols. Moi, je pensais que les viols, c'est l'apanage seulement des femmes. De façon sauvage pour les humilier devant leur communauté. Donc, il faut absolument que nous ayons des tribunes au niveau international, avec des spécialistes, avec des gens qui sont capables de monter des films, qui sont capables de monter des narratifs. Et dans la vision du chef de l'État, pour partager notre souffrance au niveau international, il faut que ça se fasse. Mais apparemment, à l'interne, c'est comme s'il y a ces manques d'organisation, de structuration. Chacun va, nous y allons en ordre dispersé. Raison pour laquelle peut-être que la voix du Congolais n'est pas écoutée. Non, je pense que c'est seulement depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi que d'abord on a reconnu le drame qui se passe en RDC et qui est dû à nos voisins. Ça, la reconnaissance, c'était un premier pas. Maintenant, il faut structurer, avoir des plans de communication que nous faisons au niveau international, avec des personnes qui l'ont vécu, avec des personnes qui sont capables de le partager. Il faut un lobbying. Oui, et pas seulement en tant que société civile, mais avec l'appui de l'État, avec la force de l'État, qui vont parler dans toutes les tribunes internationales, mais avec la force de l'État, pas en tant que société civile. Parce que la société civile, ce sont des personnes indépendantes. Mais quand vous parlez avec la force de votre gouvernement, comme le font les autres gouvernements quand ils sont face à un drame, votre parole n'est pas la même. Si vous montez à la tribune des Nations Unies au nom du gouvernement congolais, ce n'est pas la même chose que quand vous montez au nom de la société civile. Donc, moi, je crois que maintenant que notre drame est reconnu, il faut arriver à structurer un plan de communication au niveau international qui serait appuyé par le chef de l'État. Mais, dans ce plan de communication, n'oublions pas les femmes. Parce que les femmes sont les premières victimes. Elles sont à la fois victimes, elles sont à la fois... Je veux dire, elles ont perdu leur humanité, elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu leur mari, elles ont perdu leur dignité. Donc, elles doivent être là parce que c'est par l'émotion aussi que les choses doivent passer. Vous savez, nous avons atteint un seuil de résilience, je crois, qui est inhumain. Et quand maman Julienne disait tout à l'heure, je vais l'appeler maman Julienne, bien sûr, disait toujours... ce sont nos armes. Non, Madame Binta Keïta a dit qu'ils étaient mieux armés
que eux-mêmes la MONUSCO. La MONUSCO a reconnu donc ça veut dire la, que ces armes, la ils les reçoivent de capacité quelqu'un. opérationnelle Voilà. de l'ennemi. Donc c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que ces gens sont appuyés. Et nous, si on veut parler de nos malheurs, nous devons aussi être appuyés par notre gouvernement. Madame Julienne, je pense que c'est le moment est arrivé où les Congolais doivent cesser de pleurer parce que on dit les Congolais, ça fait 30 ans de guerre dans l'Est du pays, les Congolais ne font que pleurer. Même parfois les chansons qu'on lance, qu'on diffuse à longueur de journée, on montre toujours des gens en train de pleurer, Nzamboza, Wapi, les gens sont en train de mourir, pendant que on nous attend plus sur le terrain, les théâtres des affrontements, sur l'action, je vais dire. Oui, en fait, quelqu'un m'avait dit, toujours dans mes plaidoyers à l'international, m'a dit, Julienne, vous savez pourquoi vous n'attirez pas les gens? Parce que vous venez raconter les choses telles que ça se passe. Sans émotion, vous racontez, il y a autant de femmes qui ont été tuées, il y a autant d'enfants, autant d'hommes, autant de ceci. Voilà, on a attaqué tel village, tel village, tel village. Voilà, les minéraux sont en train de partir au Rwanda et tout. Et vous arrêtez là. Mais les autres, les Rwandaises viennent avec même des fausses histoires. Elles racontent et puis elles se mettent à pleurer. Et toute la salle pleure. Et quand tout le monde pleure avec elles, et les gens sont... On porte leur affaire. Vous devez aussi avoir une stratégie de communication. Je pense que c'est une stratégie de communication. Comme partout, on n'a pas cette culture de raconter des choses avec des pleurs et tout ça pour attirer les gens. Nous, on raconte les choses telles que ça se passe. Et peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas s'il faut changer pour aller pleurnicher là-bas pour dire. Ils doivent nous comprendre. Nous, on dit les choses telles que ça se passe. On n'invente rien. Ça se passe comme ça. Il y a des hommes qui ont été... Il y a un homme, un pasteur qui m'avait dit, ma Julienne, est-ce que vous pensez que je suis encore un homme? Je suis encore un homme. Je suis morte. Je suis mort à l'intérieur. Il avait été pris esclave sexuel pendant des mois et des mois. Un pasteur. Un pasteur. Vous savez, ces choses n'épargnent personne. Quand ils entrent dans le village, ils attaquent tout le monde. On ne te considère pas. Quel que soit ton rang, quel que soit ton âge, personne ne tient compte de ça. On vous amène tous comme des animaux dans la... Donc, on vous traite pire qu'animal. Donc, je pense que ce que nous devons faire, c'est prendre conscience. Oui, informer les gens, les jeunes dans les universités. Nous devons les informer, nous devons faire beaucoup de conférences pour que les gens sachent ce qui se passe réellement dans notre pays. Mais on ne va pas rester ici en train de parler entre nous. Il faut que nous aussi, nous puissions aller vous devez vous déployer à travers le monde. À travers le monde pour parler de ce qui se passe. Et là, vous rejoignez Léonie Kandolo qui demande à ce que l'État puisse vous accompagner vous en tant que société civile. On a déjà fait beaucoup de conférences à l'extérieur. On a déjà fait beaucoup. J'ai amené même des victimes aux Nations Unies. J'ai amené à New York, j'ai amené aussi à Bruxelles, à Paris. Il y a des femmes victimes qui aujourd'hui parlent elles-mêmes de la situation. Comment ça se passe? Il y a on est parti avec elle à New York. Après, on lui demandait si elle pouvait rester. Elle dit non, je reste ici faire quoi? Je dois rentrer dans mon pays. On a sollicité qu'elle puisse partir à Los Angeles, à Chicago plutôt. Moi, j'ai dit, j'ai ma réunion à DC, je ne peux pas aller là-bas. Elle est partie toute seule. J'ai dit, chercher une personne qui fait la traduction Swahili-anglais. On a trouvé une personne qui fait Swahili-anglais et elle a parlé de ce qui s'est passé dans son village. Mais apparemment, ce que nous ne sommes pas écoutés. Donc, vous savez, vous êtes allé dans plusieurs salons, mais nous ne sommes pas écoutés. Les gens pensent que c'est... Bon, les Blancs en général, ils sont emportés par la... Je ne sais pas si je peux appeler la beauté des Rwandais, ou je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Parce que je ne comprends pas. Notre souffrance est plus que ce que les Rwandais ont vécu. C'est chaque heure que les gens... C'est peut-être la façon dont ils sont en train de présenter les choses, comme vous l'avez dit vous-même. Ils prennent des exemples. En pleine présentation, les larmes coulent. Une fille qui a grandi avec moi à Bunia. On était à Bunia avec elle. Elle s'est mariée après avec... parce qu'avant, ils étaient tous des Congolais et des Congolaises. J'en avais, quand je travaillais à la radio, des filles qui avaient la carte de citoyen verte là, que Mobutu nous avait donnée. Congolaises.
Mais après, elles se sont retrouvées rwandaises. Parce qu'elles étaient toutes parties quand Kagame est rentré. Quand elles sont tous parties, elles ont jeté les cartes. Elles sont parties là-bas. Alors, cette fille, je la retrouve à Belgique, à Bruxelles. Elle fait une conférence. Et là, elle dit qu'elle est victime de génocide. Ce sont des mensonges que le Rwanda a monté des années pour raconter son histoire de génocide. Oui, il y a eu génocide. Mais est-ce qu'il faut que les Congolais payent perpétuellement ce qui s'est passé au Rwanda? Nous allons prendre le directeur général Lucien Lundula. Je tiens quand même à préciser, on a parlé de la volonté politique. Je ne sais pas si on peut faire mieux que ça. Du haut des tribunes des Nations Unies, lors de la dernière session de l'Assemblée générale, le président de la République, personnellement, a évoqué la question. Et il a évoqué la question des violences, des agressions des voisins du Rwanda. Et toutes ces questions ont été ouvertement évoquées. Si aujourd'hui, nous, en tant que FONAREV, nous existons, c'est une réponse structurée à ces violences. Aujourd'hui, je crois que la distinguée première dame, plus d'une fois aussi, elle a même été désignée championne de toutes ces questions liées aux violences sexuelles. C'est-à-dire que c'est au plus haut niveau de la nation que toutes ces questions ont déjà été abordées. Je crois qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus. Même le ministre Mouya, en son temps, est passé à tous les niveaux. Le ministre des Affaires étrangères, toutes les personnalités politiques, parlons de ministre des Droits humains. Nous venons de Genève, où nous avons été à la Commission des droits de l'homme. Une fois de plus, le ministre Pouela a exprimé toutes ces questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus au niveau de dire que c'est au plus haut niveau de la politique, puisqu'on le fait déjà. Quand le président de la République s'exprime sur ces questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grande autorité dans cette nation que le président de la République. Et quand la distinguée première dame en parle, quand le ministre des Droits humains en parle, c'est pour vous dire qu'il y a déjà une démarche politique pour dénoncer ça. Maintenant, quant à l'omerta de la communauté internationale, ça c'est un autre aspect, parce que ces questions sont régulièrement abordées à tous les niveaux. Lucien Lundula Lolatui, vous êtes directeur général du FONAREV, vous vous occupez justement de la réparation, je vais dire de la prise en charge de toutes ces victimes de violences sexuelles à travers la République. Ça se passe comment? Parce que la guerre se poursuit dans l'est du pays, et dans un premier temps, qu'est-ce que vous faites? Comment vous identifiez ces victimes? Et ce sont des vraies victimes, parce qu'ici, vous savez, au pays, il y a à boire et à manger. Hein. Quand vous lancez un appel pour l'identification des victimes, même des vraies fausses victimes vont se présenter, se pointer, parce qu'ils savent que derrière, ils auront un kit, ils auront un peu d'argent. Et comment vous faites? Absolument. Avant de vous répondre ou d'aller plus loin dans mon explication, il faut toujours commencer par définir c'est qui la victime. Ça, c'est déjà une toute première question. Allez-y. C'est dans l'article 5 de la loi FONAREV, on définit d'abord le FONAREV, c'est dans le cadre de la justice transitionnelle. Donc, c'est-à-dire la justice réparatrice. On corrige les méfaits, ce que l'État aurait dû protéger et que l'État n'a pas protégé. Parce que c'est de la responsabilité du gouvernement ou de l'État de protéger ses citoyens contre ces genres de violences. La victime, aujourd'hui, dans le cadre du FONAREV, la première catégorie, c'est les victimes de violences sexuelles liées en temps de conflit. Deuxième catégorie, ce sont les victimes des crimes internationaux, donc des crimes graves contre les cas de nos concitoyens qui ont été violemment assassinés ici. On parle également des personnes, des victimes qui ont subi des violences physiques avec, dirons-nous, de plaies ou de conséquences assez aggravantes par rapport à leur intégrité physique, mais également on parle de victimes qui ont subi comment on appelle ça, des pillages ou encore... Donc c'est la tranche d'âge ou de la catégorie des personnes concernées. C'est dans ces catégories-là d'abord. Ça c'est les différents types de victimes. Par la suite, vous parlez de mais comment nous allons réparer. Dans le cadre de réparation en matière de justice transitionnelle, on parle de 4 piliers, c'est-à-dire d'abord, la plupart des victimes qu'on a fait la tournée dans notre itinérance dans les provinces pilotes, les victimes demandent que la vérité soit rétablie. Parce que tous, on parle de réparation, mais nous ne pouvons pas parler de réparation s'il n'y a pas vérité sur ce qui s'est passé. Un deuxième élément, les victimes souhaitent assez
qu'on les accompagne au niveau de la justice pour que les bourreaux, ceux qui ont commis ces crimes, puissent finalement payer de leurs préjudices. Troisièmement, il demande également, en dehors de l'accompagnement, donc de la vérité de la justice, il demande également à être accompagné psychomédicalement. Et puis finalement, il y a cette situation de réparation, on parle d'être indemnisé, donc c'est-à-dire de recevoir la partie monnaie sonnante contribution. Un kit de réinsertion, par exemple, dans la vie sociale. Ça, ce sont des réparations intérimaires. C'est-à-dire ce sont des réparations intérimaires, mais dans le cadre de la justice transitionnelle, il y a ce qu'on appelle le 4e pilier, qui est la garantie de non-répétition. C'est-à-dire les gens qui ont commis ces crimes, non seulement ne puissent plus exercer des fonctions au niveau de la République. Comme vous le savez, dans certains endroits, vous trouverez des bourreaux qui sont encore en fonction. Et qui ont reçu des fonctions comme une sorte de prime de guerre, de violence, qui a tué, mais on les nomme ministre, on les nomme DG. Oui, voilà. et vous dites comment on est en train de procéder sur terrain. Nous venons de faire un déploiement sur terrain, c'est premier trimestre. L'objectif de ce déploiement sur 10 provinces pilotes, c'était d'aller faire l'identification. On a fait cette cartographie et identification des incidents. Donc vous avez été au Congo central, dans le Grand Kasaï. Nous avons été au nord et au sud Kivu, en Ituri. Nous avons fait le Kasaï central, le Congo central, la province de Tanganyika, le sud Ubangi. En fait, ça c'est Maniema, c'est toutes ces provinces qui ont subi. Les provinces que je viens de citer là représentent 72% de cas de victimes en République démocratique. Des provinces pilotes sur les 26, donc vous avez beaucoup de moyens. Où est-ce que vous trouvez ces moyens pour prendre en charge Monsieur Mbal, je n'aime pas cette manière de procéder parce qu'en réalité, quand on parle bien des 30 ans de victimisation, 30 ans des atrocités, parler des moyens à ce stade-ci, les victimes, il n'y a pas un prix à payer, mais en réalité, c'est quoi? Dans la création de la loi Fonarev, le législateur congolais a trouvé bon de trouver un fonds stable pour permettre au Fonarev de pouvoir fonctionner. On parle de redevances minières. Ces redevances minières dont nous bénéficions à hauteur de 11%. Ça constitue la partie la plus stable de notre fonds. Mais à côté de ça, nous avons également le budget de l'État en termes de frais de fonctionnement. Mais en réalité, je vous donne un exemple simple. Nous avons parlé de 10 millions de victimes. Prenez n'importe quel montant que vous voulez mettre et vous le multipliez par le soi-disant 10 millions, parce qu'en réalité, il y a plus que ça. Parce que les chiffres d'aujourd'hui, beaucoup se basent souvent du rapport mapping, qui est en réalité un rapport qui est sorti il y a plus... C'était en 2010. Et aujourd'hui, c'est pratiquement 14 ans. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, on parlait de 6 millions. Imaginez, ça à l'époque, c'est de 6 millions, mais depuis, la guerre n'a monté qu'en intensité. Donc, ce montant, même quand on parle de redevance minière, est largement insuffisant pour pouvoir tenir compte des besoins des victimes. Donc, vous recevez des appuis techniques et financiers des partenaires? Oui, aujourd'hui, par exemple, ce matin, j'ai eu une réunion avec toutes les agences des Nations Unies pour voir comment nous pouvons mutualiser nos efforts pour une action coordonnée par rapport aux victimes. Merci, Lucien Lundula, à Léonie Kandolo, des familles qui sont divisées. J'ai vu à Goma, une mère séparée de ses enfants, elle ne sait pas où se trouvent ses enfants, où serait son mari. Donc des familles qui sont disloquées aujourd'hui à la suite de la barbarie humaine. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour conjurer? Ça fait 30 ans de guerre, 30 ans d'instabilité dans la partie Est, des enfants qui naissent, qui grandissent sous le crépitement des balles, d'autres ne savent plus rentrer à l'école. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre fin à cette aventure? Parce qu'il y a des Congolais qui sont tentés, qui rejoignent le mouvement terroriste du M23 et aux dépens de leur pays. D'abord, moi, j'estime que quand on est un patriote, quels que soient les problèmes qu'il y a dans ton pays, tu ne peux pas rejoindre un mouvement rebelle. Parce qu'un mouvement rebelle signifie que tu vas tuer tes propres frères. Alors, moi, je crois que c'est vrai que maintenant, il y a eu la volonté politique de reconnaître notre drame, le drame que nous vivons au quotidien au niveau international. Mais je pense que l'Occident est très sensible à ce que pensent les populations. L'opinion publique en Occident
c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que je disais qu'il faut un accompagnement pour que les gens puissent aller parler, comme l'ont fait les autres pays, dans les universités, sur toutes les... Vous savez, quand on a eu, par exemple, le problème avec les minerais du sang, ce qui a fait changer les choses, c'est l'opinion publique. Ce sont les multinationales qui ont eu peur de perdre, de dévaloriser leurs actions. Donc, si nous voulons que les choses changent, nous devons pouvoir toucher l'opinion publique internationale. L'opinion publique, bien sûr, il y a les dirigeants, mais il y a la communauté. Si aujourd'hui, vous allez dans l'opinion publique en France, vous leur parlez, par exemple, du problème d'Israël, mais tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais combien de personnes... Vous parlez de l'Ukraine, par exemple. De l'Ukraine, par exemple, d'Israël, de l'Iran, tout le monde sait, de Gaza. Mais qui sait ce qui se passe en RDC? Or, il n'y a pas de commun rapport entre le nombre de violences, de morts, de femmes martyrisées, d'enfants abandonnés. Plus de 6 millions de personnes qui vivent dans des camps de réfugiés. Il n'y a pas de commune mesure. Je crois que c'est un drame qui est unique au monde. Et les opinions publiques doivent connaître ce drame. C'est pour ça que je parlais de l'accompagnement du gouvernement pour pouvoir parler de ce drame. Partout. Parler en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Il faut que notre drame soit connu. Tant qu'un drame est confidentiel, parce que nous avons un nombre de morts incroyable, mais c'est un drame tant que ce drame sera à huis clos, les perpétrés à huis clos, donc on va beau crier, on va beau pleurer au pays, il n'y aura pas d'écho. Donc il faut absolument que nous arrivions à toucher l'opinion publique. Avec des films, il y a eu plein de films, Hôtel Rwanda, Hôtel je ne sais pas quoi, de tous les génocides. Quand vous regardez la télé, vous entendez, on commence à parler un petit peu du drame du Congo. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps. Mais le problème, c'est que nous avons des cinéastes, nous avons des gens, nous avons des services de communication, il y a des télévisions internationales, nous devons être représentés partout. Regardez France 24 va parler pendant je ne sais pas combien de temps du génocide Rwanda. 30 jours. 100 jours. La commémoration va durer 100 jours. Oui, France 24 va en parler, TV5 va en parler. Mais qui va parler de nous? Moi, c'est ça mon problème. Donc, sommes-nous incapables d'avoir des journalistes, d'avoir des communicateurs qui peuvent parler à l'opinion publique internationale? Moi, c'est ça que je voudrais. Madame Léonie Kandolo, je pense qu'il faut une stratégie commune à l'interne. Absolument. Donc, nous sommes tous à plaindre, c'est ça? Non, on n'est pas à plaindre. Moi, je ne suis pas une personne qui me plaint. Moi, je suis une personne qui me bat. Parce que je veux le changement, je veux être reconnu, je veux que chaque Congolais soit reconnu pour ses souffrances. Parce que quand une femme souffre au Kivu, souffre au Maniema, en Ituri, moi je souffre. Quand un enfant ne va pas à l'école, c'est moi qui souffre. Parce que ce sont des enfants à qui on a volé leur avenir. Et ce n'est pas normal. Moi, mes enfants, ils vont à l'école. Pourquoi ceux-là, qui sont Congolais comme moi, comme les miens, ne peuvent pas avoir les mêmes chances? Merci Julien Lusenge. Je sais qu'on aura un mot en Kiswahili avec Pierrette, qui nous vient fraîchement de Goma. Elle a été victime des atrocités, des violences dans cette partie du pays. Elle nous a partagé un témoignage vraiment émouvant de ce qu'elle a vécu. Julien Lusenge, est-ce qu'il y a des avancées sur le plan de droit au niveau du pays? Parce que les champions de la masculinité positive, c'est les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a pris un certain nombre d'instruments juridiques. Est-ce qu'il y a des avancées en termes de droit sur la protection des femmes, sur la protection des personnes vulnérables? Oui, je pense qu'avant de parler des avancées, je voudrais revenir sur un point pour dire que oui, maintenant on en parle un peu. Hier ou avant-hier, il y a un documentaire qui est passé à l'Espagne, donc à Madrid, sur la situation. On a présenté, oui, commémoration des génocides, mais voilà ce qui se passe à partir de ces génocides, voilà ce qui se passe. Donc nous devons identifier les amis de la RDC.
qui sont avec nous. Et c'est là que moi je voudrais dire à tous les Congolais, je pense que nous ne devons pas mettre tout le monde dans la même assiette. La communauté internationale condamne tout le monde. Nous devons être capables de reconnaître les efforts que les communautés internationales font par rapport à ce qui se passe chez nous. Nous devons reconnaître ce que le président fait. Nous devons reconnaître ce que les États-Unis ont condamné le Rwanda. Chaque pays a parlé par rapport à ce qui se passe. Donc, au lieu de les décourager, nous devons les encourager pour que nous puissions rester avec quelques amis. Parce que si nous continuons à dire, la communauté internationale ne dit rien, ils ne disent ne faut effectivement, rien, la communauté ça internationale risque d'être un problème contre nous, parce que tous ils vont nous abandonner et nous allons rester seuls, nous n'arriverons pas à combattre ou bien à changer la situation. Donc, ça c'est ce point que je voudrais ajouter. Par rapport aux avancées. Il y a des avancées. À l'interne, il y a des avancées. Le problème, c'est que nous ne gérons pas l'agression. On ne sait pas quand ils vont entrer, où ils vont attaquer, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la population. Nous avons nos lois internes. Nous avons la CPI qui existe. La CPI a traité la question de l'Ituri. On a arrêté les Congolais qui étaient là. Mais pourquoi on laisse Kagame protéger les coups d'abattoir et les restes? Ce sont des gens qu'on devrait amener. Mais le Rwanda n'a pas ratifié les statuts de Rome de la CPI en tant que membre. Le Rwanda n'a pas ratifié ces statuts. Il n'a pas ratifié, mais les gens qui se disent Congolais qui sont là-bas, qui ont tué les gens, qui ont violé les femmes au Congo. Les crimes de violence sexuelle, c'est imprescriptible. Donc ces gens on doit les ramener, qu'on les retourne au Congo. Le Congo a fait sa bonne foi pour ramener les FDLR et même le chef des FDLR. On avait vu Antili ici, on l'a fait monter dans l'avion pour rentrer au Rwanda. Mais le Rwanda n'a jamais fait un geste pour ramener les criminels qui sont chez lui. Les criminels soi-disant congolais qui sont cachés chez lui. Il les laisse là-bas, il les entretient et puis il les retourne pour combattre le pays. Il y a des avancées par rapport aux lois que nous avons qui condamnent les crimes, les auteurs des crimes qui sont nationaux. Mais jusque-là, on n'a pas un tribunal. On a réclamé plusieurs fois pour qu'on puisse avoir un tribunal international pour la RDC. Chaque fois, là, on nous dit, oh, mais ça va coûter cher, ça va coûter cher. Mais ils oublient. Les minéraux qui volent chez nous, c'est plus que l'argent qu'ils vont dépasser pour les tribunaux. Et ça, j'ai dit au Conseil de sécurité. C'est plus que l'argent qui vole chez nous. Donc, est-ce que les vies des Congolais tués, les femmes violées, les enfants violés, ne vaut pas plus que l'argent qu'on va dépasser pour instaurer un tribunal international ici? Et tout le monde plaide pour l'instauration d'un tribunal international afin de sanctionner tous les coupables, tous les fauteurs des crimes, les auteurs des crimes. Nous sommes en train de terminer cette émission, peut-être par un message. Je vais commencer par Pierrette Kassalé, c'est ça? Parce que je suis en train de décrocher tout le temps son nom. Pierrette Bassalé. Vous venez fraîchement du Nord Kivu. Je voudrais un message en Kiswahili pour tous ceux qui vous suivent. Bon, nous sommes à Bukavu, Bazolando na Goma, na Ruchuru, partout. Ni misali gani unaweza kuambia? Unaweza tu kuambia bashikaze tu kulomba Mungu. Mungu awasaidie. Ile mambo itaisha tu polepole. Tu peux traduire? Elle dit qu'elle leur demande de continuer à prier, qu'elle a confiance que ça terminera un jour. Ça prendra fin un jour. 30 ans de guerre, ça suffit. Ça se terminera un jour. Léonie Kandolo, s'il faut un dernier mot par rapport à ces tableaux sombres que nous venons de peindre par rapport aux violences sexuelles, aux violences que sont en train de subir les femmes.
Écoutez, moi je vais dire que j'ai confiance. J'ai confiance parce que le chef de l'État, le président de la République, nous a montré les signes que nous devons avoir confiance. Parce qu'il est arrivé à rétablir au niveau international quelque chose qu'on n'a pas reconnu pendant 30 ans. Et ça me donne l'espoir. Ça me donne l'espoir aussi parce que la société civile, le FONAREV, tous les Congolais sont d'accord sur une chose. C'est que nous voulons un Congo uni. Nous voulons un Congo prospère et nous voulons un Congo sans violence. Pour l'avenir de nos enfants, nous devons reconstruire, nous devons nous réapproprier ces provinces. Et moi, j'ai la conviction que nous allons y arriver. Parce que, oui, on n'en parlait pas. Les gens qui ont vécu dans les zones swahiliphones connaissent. Mais à Kinshasa, peu de gens en parlaient. Aujourd'hui, on en parle. Et c'est parce qu'on en parle que chaque Congolais va s'approprier ce combat. Va s'approprier ce changement et dire 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Lucien Lundula Lolatui, vous êtes directeur général du FONAREV. Votre dernier mot en direction de ceux qui nous suivent, notamment dans la partie est de la RDC. Plus que jamais, les victimes savent qu'ils ne seront jamais plus seuls. Plus jamais seuls. C'est pas un slogan, c'est une volonté politique. C'est la vision du président de la République, accompagné de la distinguée première dame. Et nous, en tant que porteurs de cette vision, nous sommes déterminés à apporter des réparations à nos victimes. Nous allons les accompagner et chaque fois que nécessitera notre présence, nous mettrons les moyens pour faire en sorte que nos victimes ne soient plus jamais seules. Je vous remercie. Julien Lusengue, plus jamais ça, 30 ans de guerre, ça suffit. Oui, ça suffit. Que chaque Congolais se dise, ça suffit. Que nous puissions, nous, entre nous, être des agents de sécurité, surveiller ce qui se passe, dénoncer tout ce qui est louche à côté de soi et ne pas accepter d'être instrumentalisé, utilisé par le pays voisin, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda. Qu'on arrête d'être nous-mêmes des instruments de notre malheur et prendre la conscience que nous devons nous-mêmes maintenant aimer notre pays, aimer nos compatriotes, pour que nous puissions nous mettre tous ensemble autour du président pour combattre cette agression. Ce n'est pas lui seul qui va venir combattre. C'est chaque citoyen congolais qui doit mettre dans sa tête, enfants, jeunes, vieux, femmes, jeunes filles, nous devons tous ensemble travailler, alerter. Et les gens qui sont au pouvoir, et une fois que vous êtes alerté qu'il y a une telle situation anormale à tel endroit, rapportez à qui de droit qui peut agir sur cette question pour agir. Parce que quand la population commence à envoyer des messages, on envoie des messages, il n'y a pas des actions fortes pour stopper. Qu'est-ce que vous pensez? Finalement, les gens vont être découragés. Donc, il faut que nous puissions tous regarder dans le même sens, travailler pour le pays, changer la situation de notre pays, pour que nous puissions aussi donner des résultats, montrer voilà ce que nous sommes en train de faire. Si on ne nous agresse pas, nous allons faire plus que ça. Travaillons pour la paix, vraiment pour la paix, éduquer nos enfants. Allez-y. On doit éduquer nos enfants sur notre pays. Comment un enfant peut savoir, pas aimer un pays qu'il ne connaît pas? Il ne connaît pas. Il faut l'éduquer. Les parents aujourd'hui pensent qu'il faut seulement que les enfants parlent français, c'est fini. Hein? On ne parle pas des villages. On demande à un enfant, tu viens de quel village? À la CENI ici, les gens couraient dans tous les sens, ils inventaient même des villages. Merci Julienne Lusengue, merci. Je pense que le message est capté 5 sur 5, je m'imagine. Merci donc à tous nos invités. Merci Julienne, merci Pierrette. Merci Monsieur Mba. Merci Lucien Lundula, merci Léonie Kandolo. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis pour prendre en charge. Le peuple congolais doit s'autodéterminer pour vaincre l'ennemi. 30 ans de guerre, d'instabilité, de violences sexuelles dans l'est du pays, ça n'est trop et ça suffit. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à la prochaine.